l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à vous, auditeuristes de Craquer l'époque. Si vous êtes à Paris ce dimanche 20 octobre, nous organisons un enregistrement public en compagnie de l'écrivaine et chanteuse Louise Chenevière. Cette rencontre se déroulera de 16h à 18h à la Gaîté Lyrique. Elle sera animée par Emma Chignara et Aline Crétinoir et portera sur le dernier roman de Louise, paru chez POL, intitulé Pour Britney. L'événement est gratuit et il nous tarde déjà d'y être et d'échanger avec vous lors du débat qui suivra l'entretien. À dimanche donc, et bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Kay, philosophe et directeur de recherche au CNRS. Pierre Kay, bonjour. Bonjour. Alors vous faites beaucoup de choses, Pierre Kay. C'est bien sûr votre travail de philosophe qui nous intéresse tout particulièrement. Depuis de nombreuses années, vous développez des recherches philosophiques sur l'architecture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Vous avez notamment écrit Critique de la destruction créatrice en 2015, Comme un nouvel atlas d'un État meilleur que la puissance en 2017. Et dans la même édition, c'est-à-dire les éditions Les Belles Lettres, vous écrivez Durée, éléments pour la transformation du système productif en 2020. Vous faites paraître aujourd'hui, cette semaine, un essai important, Seul le temps nous appartient, aux éditions Verdier. Et c'est plus précisément sur cet essai que nous souhaitons organiser notre rencontre. Dans cet essai, vous proposez une réflexion profonde sur l'aliénation du temps dans le monde contemporain et la nécessité de recréer un espace de liberté face à l'accélération de nos vies. Alors Pierre Kay, si vous êtes bien d'accord, je voudrais qu'on se plonge ensemble dans cette réflexion sur le temps et que nous puissions comprendre comment le capitalisme s'approprie le temps et quelles réponses philosophiques nous pouvons envisager pour reconquérir cette ressource si précieuse. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Tout à fait, oui. Il y a une chose qui nous intéresse, c'est la généalogie de la pensée. Comment vous est venue cette idée de rédiger un essai sur le temps et comment peut-être cette réflexion elle s'inscrit dans votre parcours intellectuel ? Alors, la question du temps a toujours été extrêmement présente dans ma réflexion. Vous avez justement rappelé l'intérêt que je porte à l'architecture, au traité d'architecture. L'architecture est un art qui a cette spécificité, alors non seulement d'aménager l'espace, cela va de soi, mais de réussir à convertir le temps en espace et l'espace en temps. De convertir le temps en espace, c'est le temps du projet, c'est le temps mental, ce point mental qui finit par se résoudre en une organisation de l'espace. Ça, c'est le projet architectural. Et cette organisation de l'espace, elle dispense du temps, elle régule du temps. Et donc, cette question, en quelque sorte, de l'esthétique transcendantale, ou même de notre rapport à l'espace et au temps, a toujours été présente dans mes recherches. Alors, j'ai parlé d'esthétique transcendantale, j'ajouterais plutôt poétique transcendantale, c'est-à-dire comment on construit notre rapport à l'espace et notre rapport au temps, et ce livre s'inscrit parfaitement dans cette réflexion. Dans Durée, j'avais posé une question extrêmement simple. Qu'est-ce qu'un système productif durable ? Ou plus exactement, qu'en est-il de la question de la production dans son rapport à la durée, à la construction de la durée ? La question du temps, elle était présente. J'ai essayé dans un des chapitres de montrer quel lien le temps et la durée pouvaient entretenir avec l'acte de production. Mais j'ai voulu aller dans ce livre, dans ce nouveau livre, aller véritablement au cœur philosophique de la construction de la durée. Il n'est pas question ni d'architecture, ni d'économie proprement dit. J'en parle à plusieurs reprises, mais c'est pas ça. Le cœur de la question d'endurer, c'était bien le système productif qui était le cœur de la question, à l'épreuve du temps, à l'épreuve de la durée. Là, c'est vraiment comment on construit et on cultive notre rapport au temps. Voilà. Le point de départ de ce livre, c'est la tradition stoïcienne, c'est la philosophie du temps, du stoïcisme, et en particulier du dernier stoïcisme, ce qu'on appelle le stoïcisme impérial, Sénèque,
Épictète, Marc Aurèle, qui ont eu c'est vraiment cette intuition philosophique extrêmement forte, à savoir que notre rapport au temps devait médier notre rapport à la nature, ce qui n'est pas le cas des stoïcismes antérieurs, d'où une philosophie du temps extrêmement riche, et en particulier chez Sénèque, qui occupe une place considérable dans ma réflexion, cette idée, c'est une phrase de Sénèque, seul le temps nous appartient, qui est un paradoxe, comme Sénèque aime en forger un paradoxe. Voilà le temps qui fuit, qui est insaisissable, qui n'est même pas, qui est un incorporel. Eh bien, c'est la seule. Non seulement on peut se l'approprier, mais c'est la seule chose qu'on puisse s'approprier. Tout le reste nous est étranger, poursuit Sénèque. Et non seulement on peut se l'approprier, mais toutes les autres choses nous sont propres que parce que nous avons ce rapport spécifique au temps. Voilà. Autre point, toujours pour revenir à Sénèque, il a écrit un petit texte magnifique, le De Brevitate Vitae, de la brièveté de la vie. C'est un texte d'une 20aine de pages. Et ce texte, c'est le premier texte dans l'histoire de la philosophie où est posée la question du temps comme temporalisation. Et donc j'ai voulu tout de même revenir sur cette question stoïcienne par rapport à une philosophie du XXe siècle où le temps est extrêmement présent, mais où cette source stoïcienne est paradoxalement totalement oubliée. On passe directement d'Aristote à Saint-Augustin et on manque ce moment tout à fait singulier qui est tout de même la naissance de la temporalisation que représente la philosophie du temps du stoïcisme impérial. Alors bien sûr, on va revenir en détail, en tout cas plus en profondeur sur cette dimension. Avant ça, il y a quelque chose qui nous tient un petit peu à cœur, c'est de poser la question, bien sûr, des gestes que nous posons dans le réel. C'est-à-dire que finalement, au fond, quand vous démarrez une réflexion sur cette philosophie pour penser le temps, donc vous convoquez Sénèque, on voit aussi du Platon, Cicéron et bien d'autres, c'est-à-dire qu'ils vous montrez qu'ils ont fait du temps une réflexion centrale. Finalement, avec Sénèque, vous dites que plus on se maîtrise, plus on apprivoise le temps, et plus on apprivoise le temps, plus on est en mesure de se maîtriser soi-même. Ça serait quoi se maîtriser son temps, posséder son temps ? Ce n'est pas une possession au sens habituel du terme, au sens où on possède, où on achète un livre, on le possède, on le feuillette. C'est encore une fois, de façon un peu paradoxale, c'est comment posséder ce qui est par essence inappropriable. Et comment cette possession ne modifie en rien le caractère inappropriable de l'objet qu'on possède. Voilà cette expérience tout à fait singulière de possession à laquelle appelle cette appartenance du temps, qui est aussi une appartenance au temps. Le fait d'avoir, et c'est pour ça que je mettrai des guillemets à maîtrise, je tiens à insister sur la spécificité de cette appropriation, le fait qu'on accède à cette maîtrise, c'est aussi une façon de penser la dépropriation des autres choses. Et de façon un peu plus dialectique, la réappropriation des choses dont on se désapproprie à travers cette appropriation singulière qui n'est jamais appropriable, qu'est le temps. Voilà. Et donc la sagesse de cette appropriation, c'est de savoir que l'objet est inappropriable en tant que tel. Vous ouvrez votre livre avec plusieurs citations, dont une que j'ai particulièrement retenue, celle de Paul Valéry dans La crise de l'esprit. Donc, il est question Hamlet. « Songe à l'ennui de recommencer le passé, à la folie de vouloir innover toujours. Il chancelle entre les deux abîmes. » Alors, que signifie cette citation et peut-être pourquoi avoir choisi de démarrer votre livre par celle-ci, notamment ? Parce que c'est une citation qui insiste à la fois sur la fragilité de notre rapport au passé et de notre rapport à l'avenir, et sur le fait que seul le temps nous appartient, ça signifie que seul le présent nous appartient. Ça, c'est la seconde leçon de la tradition stoïcienne, c'est que le passé ou l'avenir sont des constructions de l'esprit, ou plus exactement même des fantasmes de l'esprit,
des projections qui ne sont pas nécessairement fondées. On pourra revenir sur le statut de la mémoire. Mais en revanche, notre rapport au temps, là, on peut accéder à quelque chose de corporel, pour revenir au maître mot de cette tradition, à une présence au présent. Ça, c'est vraiment l'idée forte de la temporalisation stoïcienne, qui va un peu si j'ose dire, à contretemps des philosophies contemporaines du temps, qui ont plutôt tendance à insister sur le rapport au passé ou sur le rapport à l'avenir. Là, il s'agit bien du présent. Saint Augustin, qui a bien lu les stoïciens par ailleurs, dit une chose qui est très juste. Il dit, il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir. Il y a un présent du passé, un présent du présent, un présent de l'avenir. Les stases du temps ne sont que 3 modalités du présent et de la présence. Et donc toute la question est de savoir comment on construit notre rapport au passé et notre rapport à l'avenir à partir du moment où on construit notre présence au présent. Voilà ce que ce livre a essayé de mettre en valeur, d'où l'insistance sur la question de la présence au présent dans cet ouvrage. Alors on va évidemment revenir sur cette présence au présent qui est centrale, qui est fondamentale. Avant ça, vous avez choisi une lecture, un chant, le chant 58 de l'Apocalypse arabe de la peintre et poétesse Tel Adnan, lu par Aline Crétinoir. Les puits de pétrole seront desséchés et sortiront de terre des monstres à 8 têtes. Ni la croix de David ni l'étoile ne résisteront aux vagues jaunes. Jaune est la couleur des pestiférés, jaune est la couleur du soleil. Les palmiers tomberont devant les orgues électriques. Les bannières de la mort flottent sur les pylônes. Le désert sera recouvert de béton. Les sources d'eau réquisitionnées par des anges aux épées bleues. Les montagnes de glace vont fondre dans la mer bouillante et salée. Les langues des humains seront des langues de feu. Sur le trône du bien, il y aura un sourd muet. Dans le siège du mal, on mettra une vieille momie. L'or étouffera les gosiers, les coffres forts serviront de cercueil, et les rats hériteront du royaume annoncé. Alors Pierre Quay, pourquoi avoir choisi ce texte ? C'est un texte extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est un texte de 1976, assez prophétique. Et je l'ai choisi pour dire, en quelque sorte, la violence du monde, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, pour dire la violence du monde, pour dire combien cette violence aussi est liée à 2 choses. D'une part, à cette possession qui n'est pas la possession du temps, qui est au contraire fondée sur des chronopathologies, sur un peu des démantèlements, des constructions temporelles. Et Tel Adnan a accompagné ce texte d'une réflexion assez courte mais profonde sur la fin de l'Empire ottoman. Voilà. Et donc c'est vraiment une réflexion sur le démantèlement, et en l'occurrence là le démantèlement des empires. Non qu'il y ait du tout la moindre nostalgie de l'Empire ottoman dans l'œuvre d'Tel Adnan, mais c'est qu'est-ce qui se passe quand quelque chose se démantèle. Et d'une certaine façon, la réflexion sur le temps que je propose de conduire, c'est aussi une réflexion, mais comment construire quelque chose dans les phases de démantèlement ? Comment construire quelque chose dans la fin de l'histoire ? Soyons clairs. J'appelle fin de l'histoire, bon, c'est pas... Au contraire de Fukuyama, etc., il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des événements violents, puissants, troublants, bon. Mais ces guerres et ces événements troublants et violents ne feront plus sens. On va vers de la violence pure. Et comment surmonter cette fin de l'histoire ? Et ce que j'essaye de montrer, c'est que quand l'histoire se défait, la meilleure façon d'assumer cette défaite, c'est de reprendre, je dirais, les choses à l'origine, c'est-à-dire la temporalité. Revenir à la temporalité,
dans ce qu'elle a de plus originel et de plus pur, ou en tout cas de plus pur, cette temporalité que l'histoire a capturée pour en faire du sens, pour en faire une construction orientée, eh bien, quand l'histoire se défait, il faut revenir à la considération du temps dans sa simplicité la plus radicale. Voilà un peu la réflexion, d'où effectivement la présence, la teinte un peu tragique que peut prendre certains passages de mon livre. Seul le temps nous appartient. Et encore une fois, il nous reste peut-être que cela à nous approprier si on veut surmonter tous ces processus de démantèlement dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Alors c'est une question qu'on pose à tous nos invités dans le podcast Craquer l'époque, c'est comment on qualifie l'époque. On a envie de trouver des mots, essayer en tout cas de trouver des mots pour qualifier ce qui est en train de nous arriver. Quel serait vous le mot qui vous viendrait à l'esprit pour qualifier l'époque que nous vivons? C'est une question difficile. J'ai utilisé le terme de fin de l'histoire, mais c'est un terme un peu usé et qui est propice à diverses interprétations. J'en ai pas exactement la même interprétation que ce qu'on disait dans les années 90, quand le mur de Berlin est tombé et que tout cela semblait offrir une sorte de pacification. Je dirais, c'est une époque... c'est une époque qui ne cesse de ressasser les guerres dont elle provient. Voilà. Et je suis frappé du fait que finalement, et là nous parlions de la situation au Moyen-Orient, nous parlions de la fin de l'Empire ottoman, que ce qui s'est passé en 1919 et puis au Moyen-Orient, à la suite de la chute de l'Empire ottoman, et bien que rien n'a bougé depuis 1919. C'est sans doute la première fois dans l'histoire du monde qu'une situation reste figée aussi longtemps. Et c'est étrange alors que nous vivons dans un monde accéléré, qu'on assiste à une pétrification d'une situation géopolitique. Voilà. Donc je dirais c'est un monde pétrifié et c'est un monde qui n'arrive pas à sortir des deux guerres dont il provient. Souvent, on pourrait évoquer cette idée aussi qu'on vit, et vous le dites, dans une période, un sentiment en tout cas d'accélération générale du temps. Et moi, je me souviens d'un texte de Paul Valéry, dans le bilan de l'intelligence, qui évoquait la dissipation et la vitesse comme un problème spécifiquement moderne. Et il disait que l'un des effets premiers de cet affairement, de ce sentiment en tout cas d'occuper toujours davantage les journées par de très très nombreuses tâches, eh bien c'est l'affaiblissement de la sensibilité. Vous êtes encore plus radical, vous écrivez « On ne vit plus. L'affairement de la vie nous destitue de la vie. » Donc le temps nous échappe à mesure que nous essayons de nous en emparer. L'affairement destitue la vie. Alors de nos jours, il n'y a plus grand monde de vivants. Je reprends le beau passage de Valéry que vous venez de citer. Oui, c'est la sensibilité qui est destituée, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la sensibilité transcendantale, c'est-à-dire c'est notre sens du temps et notre sens de l'espace qui sont désorientés. Sens du temps et sens de l'espace, qui sont tout de même la condition de notre vie sensible et de notre vie intellectuelle. Donc, si on considère que l'espace et le temps articulent le monde sensible et le monde intelligible, et qu'il s'agit là véritablement de la vie, que cette articulation de ces deux dimensions, alors effectivement, nous sommes désorientés et notre rapport à la vie est un rapport, à mes yeux, un peu affaibli. Ou pour le dire avec peut-être de façon un peu plus optimiste, cultiver le sens du temps, cultiver le sens de l'espace. J'ai évoqué tout à l'heure l'architecture qui fait la convertibilité de cette double dimension. Cultiver ces deux sens, c'est une façon d'enrichir et de se réapproprier notre propre vie. Alors toujours d'ailleurs dans le texte de Paul Valéry, qu'effectivement vous mentionnez, Paul Valéry parle aussi d'une perte du temps libre.
il parle d'une perte du temps libre, alors qu'il entend comme le loisir intérieur, c'est-à-dire que le loisir intérieur, ce ne sont pas les loisirs qu'on peut faire à côté du travail ou grâce au travail, c'est plutôt le moment, je le cite, de la paix essentielle des profondeurs de l'être, une sorte d'absence au cours de laquelle nous suspendons les obligations, les nécessités quotidiennes. Comment vous qualifieriez ce qu'est un loisir intérieur en 2024 ? Je reprends cette notion de temps libre et je reviens sur ce que nous disions tout à l'heure, sur la singularité de cette possession de quelque chose qui est inappropriable. Le temps libre, c'est se libérer en libérant le temps. C'est libérer le temps de l'accélération, de la mobilisation totale, et en libérant le temps de la mobilisation totale, se libérer soi-même de cette même mobilisation. Il y a en quelque sorte, ce temps qui nous appartient, c'est en quelque sorte une entre-libération du temps et de soi. Alors, la vie intérieure, je la conçois comme ça, comme cet exercice ou cette culture où on essaye à la fois de s'affranchir du temps et de l'affranchir de la mobilisation totale. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes étudiants à chaque fois qu'on parle de cette question-là. C'est vraiment, mais racontez-moi une expérience de loisir intérieur, une expérience de temps libre. J'ai envie de vous poser la même question. Quand est-ce que cela vous est arrivé ? Que s'est-il passé au cours de ce moment pour essayer d'être aussi concret en termes de situation? Qu'est-ce qui est vécu dans le moment de ce temps libre? Je considère que notre entretien appartient à ces moments un peu singuliers. J'essaye de faire en sorte, c'est pas toujours facile, que dans ma vie quotidienne, ce rapport d'entre-affranchissement se répète, et j'espère qu'on passe un moment qui ressemble à ça entre nous. Voilà. Écoutez Avec le temps, interprété par Dalida, une chanson que vous avez choisie. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ces gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens
pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Je crois qu'on avait moins bonne traduction finalement musicale de la réflexion que vous êtes en train de conduire sur le temps. Vous avez choisi cet extrait, pas pour rien évidemment. Racontez-nous un petit peu ce choix. Oui, alors comment retenir ce temps? Dalida a rencontré Léo Ferré alors qu'il venait de sortir cette chanson, c'était en 1976, sur un plateau de télévision à Naples. Elle a voulu tout de suite l'interpréter, alors elle l'a interprété en français, elle en a donné une version italienne, et Léo Ferré a adoré cette interprétation plus chaude, et plus tendre aussi. Hein. Évidemment, les timbres de voix sont très différents, et ça fait un peu le pendant avec Léo Ferré, comme si cette chanson, elle devait être chantée par diverses voix, et comme dans une sorte d'écho. Et c'est toute, comment dire, à la fois une douleur, une tendresse, un soin, et c'est toute la chair du temps qui est dans cette chanson, même si j'essaye de réfléchir, de voir comment ce temps qui s'en va, il nous reste tout de même à nous. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. J'ai voulu montrer quelle fragilité il y avait aussi dans le projet que je me proposais. Voilà. Et que on est toujours à la limite, que les choses se défassent. Et c'est cette minimalité, en quelque sorte, à la fois de l'appropriation, c'est de l'appropriation minimale, une minimalité de la réussite de cette appropriation qui fait, je pense, tout le prix de cet exercice, voire de cette épreuve qu'est notre rapport au temps. Nous arrivons bientôt au terme de notre premier épisode, mais avant de se quitter, il y a une réflexion qui est importante, en tout cas qui est en creux de votre travail, c'est que vous remettez en cause une critique assez commune du capitalisme, qui voudrait que le capitalisme nous met au travail, il exproprie notre temps pour en faire de la plus-value. Puis il y a une autre critique aussi, d'ailleurs portée notamment par quelqu'un comme Armand Rosa, qui viserait à désaccélérer pour faire face aux différents effondrements écologiques, sanitaires, sociaux, etc., qui sont en cours. Et vous dites que ces critiques, en fait, ne sont pas tout à fait suffisantes. En réalité, l'expropriation du temps, elle est facilitée par, je vous cite, notre manque d'usage du temps. Notre manque d'usage du temps favorise sa captation par le capitalisme qui, à son tour, dissout le temps dans la mobilisation totale des êtres et des biens, propice à l'aliénation et à l'oubli du temps. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette thèse? Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais usage du temps? Qu'est-ce que c'est que cet oubli du temps et sa reprise, sa captation par le capitalisme? Oui, alors, c'est vrai que c'est un propos un peu polémique. On parle beaucoup de temps libre à la suite des progrès technologiques, de la multiplication des robots. C'est un des grands thèmes de la critique sociale. Mais je dis, mais à quoi sert le temps libre si on n'a pas le bon usage du temps, si on n'a pas la culture du temps? Voilà. Et ça, là, c'est la culture du temps, ça relève pas d'une sorte de capital culturel au sens habituel. C'est vraiment un rapport à soi qui est tout à fait singulier. Et donc, je pense qu'il faut on peut pas engager une transformation du système productif. Et je reviens à mes précédents livres, on ne peut pas engager une transformation du système productif vers un développement durable.
mets des guillemets, si on ne conduit pas, si on ne construit pas ou si on ne réfléchit pas à la façon de faire du temps quelque chose qui contribue à sa propre construction, de faire du temps un ami, l'amitié avec le temps. Les stoïciens ont une belle expression pour parler de l'amitié que l'on peut avoir avec ce qui nous entoure ou avec les autres. Ils parlent d'oikeiosis. C'était ce qui veut dire à la fois habiter, s'approprier. Vous avez tout un terme qui est un peu à la frontière des différentes expériences et que le capitalisme a défait. L'appropriation n'a plus grand-chose à voir avec l'habitation. Et je pense que le temps, et que cette habitation du temps, cette oikeiosis du temps, c'est quelque chose qui nous permet alors pour parler dans un cadre un peu plus marxiste, qui permet de rendre concret notre rapport, le rapport au travail, le rapport à nos activités. Voilà. Alors bien sûr, on va revenir sur ce point-là dans nos prochains épisodes la semaine prochaine. Merci infiniment pour ce temps passé ensemble et à la semaine prochaine. Merci. Craquer l'époque est un podcast produit par